Bienvenue dans le premier district de transition post-corporatif, reconnu mondialement. Une zone d'expérimentation civilisationnelle pour une vie d'harmonie et d'élévation. Prémisse, le premier district de transition post-corporatif mondialement reconnu. Aldea Zamatulom. MXTM aka Pirate 1 ERVJ Tsunamix. Mai 24, 2026. 23 mai 2026. Préambule. Aldea Zama est une coquille en attente de son système d'exploitation sur les districts de transition post-corporatif, la dérive civilisationnelle, et ceux qui arrivent ensuite. Pirate premier, série doctrine souveraine, manuel initial. Les architectes n'avaient pas tort. Ils ont construit quelque chose de beau, de précis, et selon tout critère esthétique raisonnable, en avance sur son temps. Aldea Zama avait été imaginé comme une expérience urbaine premium enchâssée dans un corridor de jungle sur la côte Yucatec, des lignes de vue nettes, une pierre pensée, la végétation comme infrastructure. L'erreur ne résidait pas dans la construction. L'erreur résidait dans le postulat que l'immobilier de luxe et la vocation civilisationnelle étaient la même chose. Ils ne le sont pas. L'un produit des coquilles. L'autre les remplit. Ce qui se tient aujourd'hui dans Aldea Zama n'est pas un échec. C'est quelque chose de plus rare et de plus intéressant, un prototype construit en attente de son programme réel. Les devantures qui n'ont jamais trouvé de locataires, les places qui n'ont jamais trouvé de vie quotidienne, les couloirs bien-être qui n'ont jamais converti le flux en communauté, ce ne sont pas des blessures. Ce sont des vacances d'usage, non de potentiel. Cette distinction importe énormément, car la prochaine vague de migration se dirigeant vers la Riviera Maya n'arrive pas pour consommer la zone. Elle arrive pour se reconstruire à l'intérieur. L'ère du nomade numérique est révolue. Ce qui vient ensuite n'est pas du tourisme. C'est une réorientation. Qui arrive réellement? L'archétype du nomade numérique, ordinateur ouvert dans un bar sur les toits, monétisant des revenus passifs pendant qu'un cénote scintille en arrière-plan, s'est épuisé quelque part vers 2022. C'était toujours un fantasme transitoire, non une civilisation. Les personnes qui arrivent maintenant, et en nombre croissant au cours de la prochaine décennie, ont un profil différent. Elles n'échappent pas à l'emploi. Elles échappent au cadre à l'intérieur duquel l'emploi avait jadis un sens. Ce sont des ingénieurs en IA licenciés qui ont construit des systèmes ayant remplacé leurs collègues, puis ont été remplacés eux-mêmes. Ce sont des cadres qui dirigeaient des départements qui n'existent plus. Ce sont des chercheurs dont les institutions ont supprimé les financements. Ce sont des créatifs dont les plateformes ont modifié les termes d'extraction au point que l'ancien accord, de la portée en échange de contenu, est devenu intenable. Ce sont des éducateurs, des designers, des analystes, des stratèges et des opérateurs de toutes sortes, portant tous la même condition sous-jacente, leur ancienne identité avait été délivrée à une institution, et cette institution a discrètement cessé de signer les certificats. Ces personnes ne sont pas brisées. Elles sont désorientées. Et la désorientation, traitée correctement, est le début de la refondation. La condition qu'elles partagent, leur identité professionnelle était émise à une institution. L'institution a cessé de renouveler les licences. Elles arrivent avec une haute capacité et aucun contexte opérationnel. C'est exactement le démographique qu'un district de transition est conçu pour servir. 2 arrivées, 2 protocoles. Tout le monde n'arrive pas dans un écosystème frontière avec le même équipement psychologique. Ignorer cela, c'est ainsi que s'effondrent les communautés intentionnelles, que se caillent les clusters créatifs en clics, et que des places remplies de gens capables finissent par ne rien produire de cohérent. La première décision de concession de tout district de transition sérieux est de cesser de traiter le nouvel arrivant comme un archétype unique. Il existe 2 profils principaux, et chacun requiert une architecture d'intégration fondamentalement différente. Le premier est celui des initiés, les personnes qui connaissent déjà le vieux Tulum, la culture Burning Man, les cycles crypto, les contradictions du travail à distance, ou la texture spécifique de l'effondrement spéculatif. Ces personnes n'ont pas besoin de séduction. Elles ont besoin de reconnaissance, l'expérience d'entrer dans une pièce et de réaliser que les gens autour d'elles voient ce qu'elles voient. Offrez-leur des conversations opérationnelles directes, l'accès à une infrastructure de production, une collaboration sans gardiennage. Elles deviennent les porteurs de continuité. Mal les gérer en les soumettant à un théâtre d'orientation, et elles disparaissent en 2 semaines. Le second est celui des non-initiés, les personnes arrivant directement de la normalité corporative, du prestige institutionnel,
ou de la prévisibilité suburbaine. Ce ne sont pas des arrivées inférieures. Ce sont souvent les personnes les plus capables dans la pièce. Mais elles requièrent une acclimatation cognitive par étapes. Exposez-les trop rapidement au discours sur l'effondrement, à la rhétorique de la souveraineté, ou au chaos frontières, et elles paniquent, romantisent incorrectement, ou rebondissent entièrement contre l'ambiguïté. Donnez-leur d'abord la beauté. L'élégance opérationnelle. La stimulation intellectuelle à la bonne dose. Laissez la semi-vacance du district parler d'elle-même. L'environnement fait déjà le travail, il ressemble déjà à quelque chose d'inachevé, suspendu, attendant une redéfinition. Les non-initiés le remarqueront. Vous n'avez pas besoin de le leur expliquer. Vous avez besoin de leur donner le temps de le voir. Vous n'intégrez pas des personnes dans un lieu. Vous les intégrez dans un système d'exploitation différent. La conversation avec les propriétaires. Voici ce qu'il ne faut pas dire: autonomie, souveraineté, anticorporatif, effondrement, alternatif, décentralisé. Voici pourquoi les propriétaires et les administrateurs ne sont pas des adversaires idéologiques. Ce sont des acteurs rationnels opérant avec des informations imparfaites et une aversion structurelle au risque réputationnel. Ils sont aussi, dans bien des cas, discrètement conscients que quelque chose dans l'élan du district s'est essoufflé. Ils ne peuvent pas le dire publiquement. La bonne approche est de leur fournir un vocabulaire pour ce qu'ils soupçonnent déjà, dans un langage qui positionne la transition comme une évolution plutôt qu'un aveu d'échec. La phrase d'ouverture n'est pas un argumentaire de vente. C'est un recadrage. Aldé Azama entre dans sa deuxième phase évolutive. Ce cadrage est précis et délibéré. Il reconnaît la première phase sans la condamner. Il implique une trajectoire sans impliquer une crise. Il donne aux administrateurs un récit qu'ils peuvent porter dans leur propre conseil d'administration. L'argument qui suit ne porte pas sur la philosophie. Il porte sur ce que les propriétaires optimisent réellement, la perception d'occupation, les signaux de prestige, l'activation récurrente et la différenciation à long terme des actifs. Le modèle de transition post-corporatif livre les 4, et ce au moment précis où les alternatives, commerce de luxe, branding bien-être générique, restaurant rotatif, échouent de manière démontrable à produire une gravité culturelle sur des marchés comme celui-ci. Ce qu'il faut demander en premier, pas d'argent. Pas de propriété. Pas de conversion idéologique. Demandez un hébergement expérimental, baux d'activation temporaire à des tarifs symboliques, occupation culturelle rotative des devantures vacantes, nœuds pilotes dans des unités commerciales sous-performantes, partenariat de résidence avec des périodes d'examen définies, collaboration événementielle dans des places partagées. Risque perçu faible. Fort potentiel narratif. Rendez la demande modeste. Laissez les preuves s'accumuler. La stratégie de preuve sociale s'exécute en parallèle. Documentez tout, les rassemblements, les projections, les publications, les visages. Montrez aux administrateurs, par une accumulation de preuves visuelles et narratives, que la densité culturelle activée modifie l'expérience psychologique d'un district. Ils craignent l'esthétique du vide. Devenez un générateur d'atmosphère. C'est là un levier dont ils ignoraient avoir besoin jusqu'à ce qu'ils le voient fonctionner. Il existe une erreur de séquence qui tue cette stratégie de manière fiable: approchez les propriétaires avant que le district n'ait démontré la moindre activité. N'allez pas voir les administrateurs avant que le district n'ait été ensemencé. Exécutez la phase 1, les rassemblements culturels informels, les séances de briefing IA, les showcases de fanfiction, les dîners de transition, dans l'espace disponible, aussi improvisés soient-ils. Produisez la documentation. Puis apportez cette documentation à la conversation avec les parties prenantes immobilières. Vous ne leur vendez pas une vision. Vous leur montrez la preuve de quelque chose qui se passe déjà et qu'ils ont l'option d'héberger correctement. Le véritable différenciateur. Le monde regorge d'espaces de coworking, de retraites, de communautés intentionnelles, de villages nomades et de hubs créatifs. Presque tous partagent un défaut structurel commun: ils optimisent pour le temporaire. Ils vendent l'expérience de la transition sans fournir l'infrastructure de l'arrivée. Les gens passent, se sentent brièvement transformés, et retournent à leur contexte opérationnel antérieur. L'activation est réelle. La permanence ne l'est pas. Ce qui est globalement assent, et que le moment présent rend uniquement possible de construire, c'est un district qui prend la transition post-corporative au sérieux comme projet territorial. Non un programme. Non une marque.
Un territoire avec sa propre mythologie, sa propre infrastructure de production, son propre écosystème de publication, sa propre culture d'initiation stratifiée et ses propres dynamiques de guildes qui convertissent les arrivées individuelles en multiplicateurs de continuité. La vague de déplacement par l'IA n'est pas une perturbation temporaire. C'est un changement de vitesse civilisationnelle, et il produit des millions d'individus à haute agentivité qui avaient été optimisés pour des contextes institutionnels qui se dissolvent autour d'eux. Ces personnes ont des capacités sans contexte. Elles ont de l'ambition sans cadre opérationnel. Elles ont, dans bien des cas, la marge de manœuvre financière pour réaliser une transition sérieuse, et aucun endroit cohérent pour la réaliser. Aldea Zama possède déjà l'architecture, l'esthétique et la grammaire spatiale. Ce qui lui manque, c'est une mythologie cohérente après la saturation spéculative. C'est là l'ouverture. Vous ne proposez pas de construction. Vous proposez une réactivation narrative. La première phase a construit la coquille. La coquille est solide. Ce que la deuxième phase construit, c'est l'organisme, la culture, le métabolisme, la continuité, l'initiation stratifiée qui convertit une belle place à demi-vide en quelque chose qui fonctionne, au niveau civilisationnel, comme un prototype de ce qui vient après que les institutions ont cessé de signer les licences. Ce n'est pas une mince chose que d'être cela. C'est peut-être, en fait, la seule chose véritablement nouvelle qu'il soit possible de construire dans cette géographie en ce moment. Tout le reste a déjà été essayé, déjà été brandé, et déjà été partiellement abandonné. Le district de transition post-corporatif, lui, ne l'a pas été. C'est encore un territoire non occupé. Ce qui signifie que le bon mouvement est de l'occuper. La coquille et l'organisme introduction est table des matières. Sur la raison pour laquelle le premier district de transition de l'histoire de la civilisation post-corporative ne sera pas construit, il sera reconnu, dans un lieu qui existe déjà, par des personnes qui savent déjà ce qu'elles cherchent. Préambule, ce que ce manuel est et n'est pas. Il existe une catégorie particulière d'erreurs que font les personnes intelligentes lorsqu'elles sont confrontées à la preuve qu'une période historique se termine. Elles supposent que cette preuve parle de ce qui se termine, le modèle épuisé, l'institution défaillante, la place à demi-vide, alors qu'en réalité la preuve parle de ce qui commence. La vacance n'est pas l'histoire. La vacance est la précondition de l'histoire. Tout ce qui suit dans ce manuel procède de cette unique correction perceptive. Les devantures semi-occupées d'Aldea Zama, son élan commercial interrompu, son atmosphère esthétiquement premium mais énergétiquement suspendue, ce ne sont pas les symptômes d'un développement qui a mal tourné. Ce sont les conditions matérielles requises pour qu'un développement d'une nature différente et d'une conséquence bien plus grande se passe profondément bien. Ce manuel n'est pas une proposition immobilière. Ce n'est pas un exercice de branding. Ce n'est pas un manifeste contre le développement de luxe, l'emploi corporatif, la vie institutionnelle, ou l'urbanisme spéculatif qui a fait de la Riviera Maya l'un des littoraux architecturalement les plus ambitieux de l'hémisphère occidental. Ce manuel est une doctrine opérationnelle pour la transformation d'un territoire physique spécifique, Aldea Zama, dans le plan directeur Selva Zama, dans ce qui reste du corridor de jungle entre la ville de Tulum et la zone archéologique, en le premier district de transition post-corporatif mondialement reconnu de l'histoire des établissements construits pour la civilisation qui vient après celle qui échoue présentement à se maintenir. C'est une affirmation ambitieuse. C'est aussi une affirmation précise. La précision importe ici parce que la tentation, face à l'échelle de la disruption civilisationnelle en cours, est de se réfugier dans une aspiration vague, un nouveau paradigme, une façon différente de vivre, communauté durable, un langage si vidé de contenu opérationnel qu'il produit, de manière fiable, rien. Ce manuel n'est pas vague. Chacune de ses parties aborde un problème spécifique, nomme un mécanisme spécifique, et propose une séquence d'actions spécifiques. L'argument civilisationnel est vaste parce que le moment civilisationnel est vaste. Les propositions opérationnelles sont spécifiques parce que les grands arguments sans propositions opérationnelles spécifiques sont de la littérature, non de la doctrine. Les deux sont nécessaires. Ceci est de la doctrine. Les architectes ont construit la coquille. La coquille est solide. Ce qui n'a jamais été construit, nulle part, c'est l'organisme conçu pour l'habiter en ce moment précis de l'histoire du travail humain, de l'identité humaine et de la géographie humaine. Pour comprendre pourquoi Aldea Zama est le bon endroit pour cet organisme, et pourquoi ce moment, pas il y a 5 ans, pas dans 5 ans, est le bon moment pour qu'il émerge, il faut d'abord comprendre la nature et l'échelle de la disruption qui produit les personnes qui l'habiteront.
La dissolution. L'intelligence artificielle n'est pas une technologie de productivité. C'est un solvant civilisationnel. La distinction n'est pas sémantique, c'est la différence entre un outil qui augmente un système et une force qui dissout le substrat dont un système dépend. Pendant les 3 dernières décennies, le substrat de l'identité professionnelle dans le monde développé a été l'affiliation institutionnelle. Vous étiez ce que votre employeur vous certifiait être. Votre titre, votre grille salariale, votre évaluation annuelle, votre titre LinkedIn, votre assurance maladie, votre retraite, votre emploi du temps quotidien, votre agenda social, votre ville de résidence, votre sentiment d'élan vers l'avant, tout cela délivré, directement ou indirectement, par une organisation qui acceptait d'échanger votre temps et vos capacités contre une sécurité matérielle et des coordonnées sociales. Cet échange est l'architecture de la personnalité professionnelle moderne. L'intelligence artificielle le démantèle à une vitesse et à une échelle pour lesquelles il n'existe aucun précédent historique qui n'implique à la guerre. Le déplacement n'est pas limité aux travaux peu qualifiés ou répétitifs, ce que la première décennie d'anxiété face à l'automatisation avait laissé entendre. Le déplacement est maintenant concentré précisément dans la classe de travailleurs à qui l'on a répété, à maintes reprises et avec la confiance institutionnelle qui s'impose, que leurs capacités, créatives, analytiques, stratégiques, communicationnelles, constituaient la catégorie de production humaine la moins vulnérable à l'automatisation. Ces personnes ne sont pas remplacées par des robots sur des chaînes de montage. Elles sont remplacées par des modèles de langage qui écrivent avec plus de fluidité que la plupart des professionnels, génèrent du contenu visuel à l'échelle industrielle, synthétisent des recherches qui nécessitaient autrefois des équipes entières, produisent du code qui nécessitait autrefois des ingénieurs, et font tout cela à un coût marginal qui tend vers zéro. La logique économique du maintien de larges effectifs professionnels au sein de structures institutionnelles se dissout. Les institutions commencent à le reconnaître, discrètement, dans le langage de la restructuration, du redimensionnement, de la réorganisation stratégique, et de l'élimination des fonctions redondantes, ce qui se traduit, pour les individus qui en sont l'objet, par la même expérience, le contrat a été rompu. Ce qui n'est pas reconnu, publiquement, institutionnellement, ni dans aucun discours grand public à la hauteur de l'ampleur du problème, c'est ce que cela signifie au niveau de l'identité plutôt que du revenu. Le revenu peut être remplacé, difficilement, avec disruption, mais mécaniquement. L'identité est plus complexe. Le moi professionnel assemblé au fil d'années de titres, de performances, de promotion et de reconnaissance institutionnelle ne pivote pas simplement quand l'institution se retire. Il entre dans une période de désorientation profonde qui n'est pas bien décrite par le vocabulaire existant de la reconversion professionnelle, de l'entrepreneuriat ou du travail indépendant. Quelque chose de plus profond qu'un emploi a été perdu. Ce qui a été perdu, c'est l'architecture de validation externe qui permettait à des millions de personnes à haute agentivité et haute capacité de savoir, moment par moment, si elles réussissaient à être elles-mêmes. Sans cette architecture, elles sont capables mais sans contexte. Productives mais sans but. Énergiques mais sans direction. Elles n'ont pas perdu leur capacité à construire. Elles ont perdu le plan. Un district de transition est la forme institutionnelle conçue pour répondre précisément à cette condition. Non une retraite, qui offre un soulagement temporaire de la désorientation pour ensuite renvoyer la personne dans l'environnement qui l'a produite. Non un espace de coworking, qui fournit une infrastructure de travail sans aborder la crise d'identité qui précède et survit à tout arrangement de travail particulier. Non une communauté intentionnelle, qui exige généralement une conversion idéologique comme préalable à l'adhésion et sélectionne donc un éventail étroit de tempéraments. Un district de transition est un territoire physique avec son propre métabolisme, sa propre infrastructure mythique, sa propre culture d'initiation, et son propre écosystème de production, un lieu spécifiquement conçu pour recevoir les personnes dans la condition décrite ci-dessus et les rendre, avec le temps, en opérateur souverain capable de concevoir et de soutenir une vie hors des échafaudages institutionnels. Il est le pont entre la civilisation qui émettait les contrats et la civilisation qui se construit sans eux. 2. La géographie de la liminalité. Tous les lieux ne peuvent pas remplir cette fonction. L'accomplissement de la transition civilisationnelle requiert un ensemble spécifique de conditions spatiales et atmosphériques que la plupart des lieux, même de nombreux lieux désirables, beaux et bien situés, ne possèdent pas et ne peuvent pas se voir conférer par la rénovation, le rebranding ou la programmation. La transition d'un contexte opérationnel à un autre n'est pas seulement psychologique. Elle est environnementale. Les êtres humains sont des animaux profondément,
obstinément dépendant du contexte. Nous pensons différemment dans différents environnements physiques. Nous sommes plus ou moins capables de certains types de travail cognitif et émotionnel selon les textures, les densités, les températures, les atmosphères sociales et les registres symboliques des espaces que nous habitons. Ce n'est pas du mysticisme, c'est l'implication directe de décennies de recherche en psychologie environnementale, et c'est pourquoi la question de l'endroit où construire un district de transition post-corporatif n'est pas arbitraire, n'est pas une question de commodité immobilière, et n'est pas réductible à la disponibilité des sas commerciaux bon marché sous un climat chaud. L'environnement requis pour la transition civilisationnelle a un caractère spécifique qui peut être décrit avec une certaine précision. Il doit être suffisamment beau pour interrompre les schémas cognitifs épuisants associés à l'ancien contexte opérationnel, suffisamment beau pour produire, immédiatement et sans effort, la sensation que l'on se trouve quelque art de véritablement différent, quelque art qui ne porte pas les indices environnementaux qui déclenchent les comportements automatiques de la vie institutionnelle. Il doit être suffisamment inachevé pour résister à la domestication qui frappe les lieux dont l'identité est entièrement déterminée, suffisamment inachevé pour laisser de la place au récit propre de l'habitant de prendre prise sur l'espace et de se sentir conséquent à l'intérieur, plutôt que décoratif. Il doit être suffisamment liminal, suspendu entre des significations établies, entre ce qui était et ce qui n'a pas encore été nommé, pour donner à la personne en transition la permission psychologique d'occuper une identité intermédiaire sans que cet entre-deux ne ressemble à un échec, un développement arrêté, ou le prélude à un retour au vieux contexte. Et il doit être suffisamment sérieux, habité par d'autres personnes sérieuses, produisant de vraies réalisations, opérant avec de vrais enjeux, pour empêcher la transition de s'effondrer dans le tourisme de style de vie qui a déjà épuisé son accueil dans cette géographie et produit, dans son sillage, une génération de gens capables qui ont confondu une belle consommation avec une transformation significative. Aldea Zama possède ces 4 conditions dans leur concentration les plus utiles, et les possède en ce moment précis dans une combinaison qui ne se reproduira pas. La beauté du district est incontestable, il a été conçu par des personnes qui comprenaient ce que la beauté requiert et qui disposaient des ressources pour la produire à grande échelle dans un corridor de jungle qui a résisté à la domestication à chaque étape de la construction. L'inachèvement est visible dans chaque vacance, chaque place qui tend vers une communauté qu'elle n'a pas encore trouvée, chaque devanture qui regarde vers un flux piétonnier qui ne s'est pas encore matérialisé en vie quotidienne. La liminalité est structurelle, le district existe dans la condition précise d'une première phase achevée et d'une seconde phase à encore imaginée, une condition qui produit exactement l'atmosphère suspendue, attendante, que les personnes en transition reconnaissent instinctivement comme l'atmosphère de leurs propres états intérieurs. Et le sérieux est disponible, latent, présent dans la densité résiduelle de personnes capables qui sont restées quand d'autres sont partis et qui constituent le noyau de la culture que ce manuel propose de rendre explicite, de nommer, et de faire croître. Ce n'est pas une coïncidence à célébrer comme preuve d'un destin. C'est une fenêtre à utiliser avec l'urgence que les fenêtres requièrent. La semi-vacance du district n'est pas une condition permanente, elle se résoudra, dans un sens ou dans l'autre, au cours des prochaines années. Soit elle sera réoccupée par le prochain cycle de locataires commerciaux poursuivant le même modèle qui a produit la vacance actuelle, auquel cas le district atteindra une stabilisation modeste et une médiocrité culturelle persistante qui reflète chaque autre développement de luxe à moitié activé dans le monde. Soit il sera reconnu, par les bonnes personnes au bon moment, comme le futur inachevé qu'il est réellement, et la deuxième phase sera construite non selon la logique de l'immobilier commercial mais selon la logique du besoin civilisationnel. Ce manuel est écrit dans la conviction que le second résultat est à la fois possible et préférable, et que la différence entre les deux résultats n'est pas principalement une question de capital mais de récit. L'architecture de la deuxième phase est une histoire, racontée en premier, qui rend la transformation physique inévitable avant qu'elle ait été entièrement exécutée. C'est pourquoi ce document existe avant que le district ait été transformé. Le document est le premier acte de la transformation. 3. La thèse de la validation des rêves. Au cœur de ce manuel se trouve un concept qui ressemble, dans sa forme la plus condensée, à la culture de la motivation, et qui est, dans sa forme pleinement développée, le contraire catégorique de celle-ci. Ce concept est la validation des rêves, et il requiert une définition soignée parce que sa mauvaise lecture corromprait tout ce qui est construit autour de lui et produirait, à la place de l'infrastructure de transition sérieuse que ce manuel propose, une autre version du complexe industrie-retraite qui a déjà failli aux personnes qu'il prétendait servir. La validation des rêves n'est pas l'affirmation du désir.
C'est le test opérationnel sous contrainte d'une vie proposée face aux conditions requises pour la soutenir. La distinction est absolue et les conséquences de son effacement sont sévères. La culture de la motivation, l'industrie des retraites, le complexe du coaching de vie, l'économie de la manifestation, l'hybride productivité-spiritualité qui a colonisé les espaces bien-être du corridor de Tulum avant que le marché ne se corrige, est construite sur le postulat que le principal obstacle entre une personne et la vie qu'elle désire est la résistance psychologique, et que la bonne intervention est de dissoudre cette résistance par l'affirmation, la visualisation, le soutien communautaire, et la suppression stratégique des influences négatives. C'est, au mieux, une vérité larcielle qui devient une distorsion nuisible quand elle est appliquée en bloc à des personnes dont les obstacles réels ne sont pas principalement psychologiques mais opérationnels. Elle manque de l'infrastructure de production, de l'écosystème de publication, de l'architecture économique, de la responsabilité entre pairs, et du retour d'informations brutalement honnêtes qui séparent une concession de vie viable d'un fantasme séduisant habillé du vocabulaire de la transformation. Les personnes arrivant au district de transition ne manquent pas de désir. Ce sont, de manière quasi uniforme, des personnes d'un désir intense, comprimé, longtemps différé, un désir qui a été subordonné pendant des années à l'intérieur de structures institutionnelles qui monétisaient leurs capacités tout en différant systématiquement la question de ce qu'elles voulaient réellement construire avec leur seule vie productive. Ce qui leur manque n'est pas la permission de désirer. Ce qui leur manque, c'est un processus rigoureux, ancré dans la réalité, soutenu par la communauté, pour déterminer si ce qu'elles veulent peut survivre au contact de la réalité opérationnelle, et si ce n'est pas le cas sous sa forme actuelle, quelle modification le rendrait viable sans vider le désir qu'il a généré. Ce processus est la validation des rêves. Ce n'est pas un atelier. Ce n'est pas une méthode. C'est une culture, et elle requiert, comme infrastructure, quelque chose qu'aucune retraite, aucun espace de coworking, aucune communauté intentionnelle et aucune plateforme en ligne n'a jamais été capable de fournir à grande échelle, une véritable communauté de praticiens qui l'ont fait, qui le font, qui ont échoué d'une manière spécifique qu'ils peuvent décrire sans apitoiement sur eux-mêmes, et qui n'ont aucune incitation à vous dire que c'est plus facile que ça ne l'est parce que leur propre survie ne dépend pas de votre croyance continue que c'est facile. C'est l'architecture profonde du protocole capteur rêve, le cadre de validation qui court sous chaque programme, chaque rassemblement, chaque publication et chaque conversation que le district produit. Ce n'est pas un produit. C'est la raison pour laquelle les deux archétypes principaux d'arrivée au district, ceux qui ont déjà navigué une version de cette transition, que ce manuel appelle les initiés, et ceux qui arrivent directement de la vie institutionnelle avec la transition encore entièrement devant eux, les non-initiés, doivent être compris non pas seulement comme différents types de participants mais comme les deux pôles nécessaires d'un écosystème unique dont la santé dépend de la relation entre eux. Sans les non-initiés, les initiés n'ont personne à enseigner, aucune raison d'articuler ce qu'ils savent sous une forme transmissible, et aucun mécanisme pour que la culture se reproduise d'elle-même à travers les générations d'arrivée sans exiger une constante réinvention. Sans les initiés, les non-initiés n'ont pas de carte, pas de retour honnête, pas de preuve que la transition est matériellement survivable, et pas de communauté capable d'absorber leur désorientation sans en être déstabilisée. Le district requiert les deux, dans la bonne proportion et dans le bon rapport l'un à l'autre, pour fonctionner comme quelque chose de plus durable qu'un rassemblement de personnes intéressantes dans un beau lieu qui ont collectivement accepté de croire les mêmes choses optimistes sur l'avenir. 4. L'argument pour la reconnaissance mondiale. Le titre de ce manuel formule une affirmation spécifique qui exige une justification directe, non seulement qu'un district de transition peut être construit dans Aldea-Zama, mais qu'il peut devenir la première instance mondialement reconnue de ce modèle. La reconnaissance mondiale n'est pas de la vanité. Ce n'est pas l'objectif de personnes qui ont besoin d'une validation externe pour que leur travail soit réel. Dans ce contexte, c'est de la stratégie, et l'argument en sa faveur opère simultanément sur deux niveaux qu'il vaut la peine de séparer parce que chacun a sa propre logique et ses propres implications pratiques. Le premier niveau est économique et direct. Un district qui atteint une reconnaissance mondiale comme prototype de la transition civilisationnelle post-corporative attire une classe qualitativement différente de résidents de long terme qu'un district qui opère comme une expérience culturelle locale ou régionale de durée incertaine et de finalité ambiguë. La reconnaissance mondiale signifie que les personnes qui arrivent ne viennent pas parce que Tulum est géographiquement pratique ou parce qu'elles ont entendu que la scène bien-être est intéressante ou parce qu'un ami a mentionné que les routes de la jungle à l'aube valent le coup d'œil. Elles viennent parce que le district spécifiquement, sa réputation, sa doctrine,
ses antécédents prouvés dans la production de la transformation dont elles ont besoin, sa communauté de praticiens assez sérieux pour avoir mérité cette réputation, et ce pourquoi elles sont venues. Ce sont des arrivées à plus haute agentivité, à plus fort engagement, à plus grande contribution. Elles ne viennent pas pour une semaine et repartent. Elles viennent pour une saison et restent un an. Elles viennent pour un an et construisent une infrastructure qui survit à leur présence. Elles sont, dans le sens le plus opérationnel, la différence entre un moment culturel et une institution culturelle. Le second niveau est civilisationnel et exige un argument plus long. Le modèle proposé ici, l'écologie d'acclimatation par étapes, le métabolisme hebdomadaire, les dynamiques de guildes, la culture d'initiation stratifiée, l'infrastructure de publication souveraine, l'appareil de création de mythes, le cadre de validation des rêves enchâssés dans la vie quotidienne du district, est reproductible. Non dans le sens superficiel où toute franchise est reproductible, mais dans le sens profond où une forme institutionnelle réussie devient disponible comme modèle pour la résolution de problèmes analogues dans des contextes analogues. Si cela fonctionne dans Aldea-Zama, cela peut être transposé vers d'autres districts partiellement occupés dans d'autres villes subissant la même recalibration post-spéculative. La reconnaissance mondiale pour le prototype Aldea-Zama signifie que le modèle échappe à son origine et devient un motif, la preuve de concept qui licencie tout ce qui suit. La reconnaissance mondiale pour le prototype Aldea-Zama signifie que le modèle échappe à son origine et devient un motif, la preuve de concept qui licencie tout ce qui suit. Ce manuel est cette publication. Il est, dans le sens le plus précis disponible aux instruments de la souveraineté intellectuelle, un acte de capture territoriale. Non de la terre, qui est déjà possédée, et non du capital, qui suivra le récit si le récit est suffisamment fort, mais du cadre conceptuel à l'intérieur duquel la terre et le capital et les personnes et le temps et le mythe seront organisés pour la prochaine phase de la vie de ce district. Ce qui suit est la doctrine. Le territoire est ouvert. Le premier mouvement est celui qui se fait maintenant. Table des matières. Première partie, la condition du monde. Un compte-rendu honnête de ce qui se dissout réellement, pourquoi cela se dissout maintenant, et quelle classe d'êtres humains la dissolution produit, les personnes pour qui un district de transition n'est pas une préférence de style de vie mais une nécessité structurelle. 0,1, le contrat institutionnel, annulé. 0,2, le solvant et l'échafaudage. 0,3, l'identité sans architecture. 0,4, le nomade numérique était un fantasme transitoire. 0,5, la prochaine migration. 0,6, pourquoi la géographie n'est pas optionnelle. Deuxième partie, la condition spécifique d'Aldea-Zama. Ce que le district est réellement, ce que la première phase a construit et n'a pas construit, et pourquoi les conditions spatiales et atmosphériques particulières de son état de suspension actuel constituent un atout stratégique plutôt qu'une responsabilité à corriger. 0,7, ce qui a été construit et ce qui ne l'a pas été. 0,8, l'architecture liminale comme condition stratégique. 0,9, l'étrange et l'utile. 10, la fenêtre et pourquoi elle se ferme. 11, la réactivation narrative n'est pas de la construction. Troisième partie, l'architecture de l'arrivée. La taxonomie humaine du district, qui arrive, dans quel état psychologique, avec quelle capacité et quel déficit, et l'écologie d'acclimatation par étapes conçue pour convertir chaque archétype d'arrivée en un membre productif, autonome et culturellement contributeur de la communauté de transition. 12, deux systèmes d'exploitation, un territoire. 13, les initiés, décompression et redéploiement. 14, les non-initiés, acclimatation cognitive par étapes. 15, le cadre de validation des rêves dans son intégralité. 16, la souveraineté opérationnelle, définie sans romance. 17, du consommateur au contributeur, l'arc de conversion. Quatrième partie, le métabolisme hebdomadaire. Un district sans métabolisme est une atmosphère. Une atmosphère produit de l'esthétique, non de la transformation. Cette partie spécifie, dans tous les détails opérationnels, la structure rythmique sur 7 jours qui convertit le district d'un beau lieu intéressant en un prototype civilisationnel vivant avec une production mesurable et un élan culturel auto-entretenu. 18, lundi, synchronisation cognitive avec le paysage en accélération. 19, mardi, l'infrastructure de publication souveraine. 20, mercredi, le moteur mythique. 21, jeudi, le transfert de savoir dur. 22, vendredi,
l'honnêteté opérationnelle comme pratique. 23. Samedi, le district comme médium vivant. 24. Dimanche, l'intégration et production. 5e partie, l'infrastructure mythique. Toutes les civilisations durables produisent leur propre récit. Le district de transition post-corporatif n'est pas exempté de cette exigence et ne bénéficie pas de faire semblant du contraire. 25. Pourquoi les civilisations requièrent du mythe et les districts requièrent des civilisations. 26. La fiction spéculative comme répétition civilisationnelle. 27. La publication comme capture territoriale. 28. La NFP comme objet mythe physique. 6e partie, la conversation avec les parties prenantes. La partie la plus délicate de la stratégie est, en termes de séquencement, la plus conséquente. 29. Ce que les propriétaires optimisent réellement. 30. Le langage de la deuxième phase évolutive. 31. Ensemencé avant de pitcher. 32. La preuve sociale comme infrastructure. 33. Le modèle d'hébergement expérimental. 7e partie, le modèle de guilde et la stabilité récursive. Le mécanisme par lequel le district se maintient à travers les générations d'arrivée, non par la gestion institutionnelle, non par la force de la vision d'un individu, mais par la culture d'initiation stratifiée, les dynamiques de guilde, et la relation initié-mentor non initié qui convertit les transitions individuelles en continuité collective et auto-renouvelable. 34. Les guildes sans mystification. 35. L'initiation stratifiée comme architecture culturelle. 36. Les initiés comme multiplicateurs de continuité. 37. La stabilité récursive, comment l'écosystème se soutient lui-même. 8e partie, l'argument civilisationnel. La portée complète de ce qui est proposé, non une expérience culturelle locale qui peut ou non survivre à son premier cycle de financement, mais un modèle globalement reproductible pour la conversion de coquilles urbaines post-spéculatives en infrastructures institutionnelles de la civilisation post-corporative. 38. Ce que, mondialement reconnu, signifie réellement. 39. Le prototype et le motif. 40. Dans 10 ans. 41. Le premier mouvement est le manifeste. Annexe et documents de travail. A. Glossaire de terminologie doctrinale. Définition précise du vocabulaire complet utilisé tout au long, les initiés, les non-initiés, la validation des rêves, le protocole capteur-rêve, l'architecture liminale, la souveraineté opérationnelle, la réactivation narrative, la NFP, l'entrée SAS, les multiplicateurs de continuité, et chaque autre terme requis pour discuter du modèle sans importer par inadvertance les distorsions des cadres existants dans la conversation. B. Le protocole capteur-rêve, spécification opérationnelle complète. Le cadre de validation complet, ses phases, ses instruments, ses facilitateurs, ses résultats, ses modes d'échec spécifiques et comment les reconnaître tôt, et les conditions dans lesquelles un rêve est validé comme viable, modifié vers la viabilité, ou différé avec les modifications spécifiques requises pour rendre possible une validation future, rédigé comme document de travail plutôt que comme énoncé philosophique. C'est la séquence d'activation, phase par phase. L'ordre d'opération recommandé pour les 18 premiers mois, quoi construire en premier, quoi documenter et comment, quoi différer et pourquoi, quand approcher les parties prenantes immobilières et avec quels matériaux, et comment gérer la transition de l'ensemencement informel à l'identité formelle de district sans perdre les qualités atmosphériques et culturelles qui font fonctionner la phase informelle comme démonstration. D. Script de conversation avec les parties prenantes et guide de cadrage. Exemple de langage pour la conversation avec les propriétaires, le briefing de l'administrateur de place, la présentation à la partie prenante du plan directeur, et le cadrage médiatique, avec des annotations explicites sur ce que chaque phrase fait rhétoriquement, pourquoi les alternatives échouent, et ce que chaque public a le plus besoin d'entendre pour passer de l'observation défensive à l'hébergement expérimental. Le calendrier de programmation hebdomadaire, première saison. Un calendrier entièrement renseigné sur 13 semaines couvrant la première saison de programmation du district, sujet de sessions spécifiques, profil de praticien, objectifs de publication, calendrier d'installation, jalons de documentation, et les indicateurs spécifiques signalant si le métabolisme produit une densité culturelle ou simplement de l'activité, suffisamment concret pour être exécuté, suffisamment flexible pour s'adapter aux conditions qui n'auront pas été anticipées. F. La pile de publication souveraine. L'architecture technique et éditoriale complète de l'infrastructure de publication du district, la conception de l'écosystème SUSTAC, le flux de production de la NFP, le pipeline de publication multilingue,
les protocoles de rédaction et de traduction assistée par l'IA, et le cadre de monétisation du premier poste jusqu'à la publication indépendante durable, spécifié avec suffisamment de détails pour être exécutable par la première cohorte de résidents sans consultants externes. Ceci est notre proclamation souveraine. Sous la bannière de Pirate Première, la liberté est notre loi, et le protocole ne pardonne pas. Souverain par conception. Brûler le testament. Expédier le protocole. Pirate Premier n'est pas un rebelle. C'est un stratège de l'escapade. Pirate Premier signale son intention. Ne pas archiver. Exécuter. Le vieux monde fonctionne à l'héritage. Non seulement la richesse, mais la permission. La permission d'exister, de créer, d'être adéquatement répertorié. Cette permission est révoquée. Les dés sont pipés en la défaveur des morts. Nous sommes nés dans des systèmes conçus pour des fantômes. Pirate Premier Studio proposition de résidence souveraine et partenariat culturel. Résumé exécutif. MXTMS Newsletter sur Substack est un réseau de publications multilingues indépendant créé et opéré par Martin Chartrand, artiste multimédia québécois, écrivain, producteur et bâtisseur de monde au long cours, vivant en exil volontaire du Canada depuis 11 ans, principalement entre Tulum et la péninsule du Yucatan. Opérant sous le moniquet artistique souverain. Découvrez le NFP, créé dans le monde réel, enregistré publiquement et détenu hors de tout contrôle. C'est la propriété réinventée. Un son de glitch numérique, simulant un crash système. Ils t'ont dit que le jeton c'était la chose, une illusion pure. Ils t'ont dit que le jeton c'était la chose, une illusion pure. Que la propriété pour flotter dans les terres abstraites, libérée de la terre. Mais le marché a cligné des yeux et on ramène la matière. Regarde leur web 3, un château carte qui vacille, un token qui pointe le vide, un serveur qui scintille. Lure l'héberge et l'œuvre, mais le lien a pourri. La plateforme s'effondre, ton investissement s'est enfoui. Le collectionneur flip, il détient juste un hash. Pas de... Sin tarifas en la tinta, nena. Sin cadena, inquebrantable todavía. Señal pirata impresa. Papel sobre píxeles, mantengo mi posición. 0x Fumo. Les technonomades qui ont arbitré la chute des nations. MXTM Studio proposition de résidence souveraine et partenariat culturel. Résumé exécutif. MXTMS Newsletter sur Substack est un réseau de publications multilingues indépendant créé et opéré par Martin Chartrand, Artiste multimédia québécois, écrivain, producteur et bâtisseur de monde au long cours, vivant en exil volontaire du Canada depuis 11 ans. principalement entre Tulum et la péninsule du Yucatan. Opérant sous le moniquet artistique souverain. Pirate Premier. Perspective de clôture. Cette proposition étant définitive. Un mécanisme de financement pour la souveraineté culturelle. Non à travers des gardiens institutionnels. Non à travers des structures conventionnelles de capital risque. Mais à travers Des partenariats de lieux alignés. La participation narrative. les médias collectibles. L'édition multilingue. Et le développement de propriété intellectuelle à horizon long. La Riviera Maya devient plus qu'une destination. Elle est en train de devenir une nouvelle frontière culturelle pour les créatifs déplacés à l'international. Les opérateurs souverains et les Écosystème d'édition parallèle. MXTM entend contribuer à bâtir l'architecture mémorielle autour de cette transition avant que le reste du monde réalise pleinement qu'elle a déjà commencé. Discussion about 10 épisodes. Commence. Restack. Recent épisode. MXTM Studio, Sovereign Residency et Cultural Partnership Proposal. L'IA, juste de l'autocomplétion épicée. Exactement, des opportunités à ne pas manquer. On est à côté de la plaque. Trop tard pour rattraper. La gauche passe à côté de l'IA. Par Dan Kagan KS. Février 2026. Et seule l'une d'elles vous donne un levier. Régulation intelligente, capacité d'État, transition énergétique, revenu universel, post-humanisme, autant de chantiers où la gauche devrait être aux avant-postes. Elle est aux abonnés absents. Le premier district de transition post-corporatif au monde. Les architectes ont construit la coquille, mais le système d'exploitation manquait. Aldea Zama a été conçue comme une expérience premium, mais elle s'est essoufflée quand l'immobilier de luxe a échoué à devenir une civilisation. L'ère du nomade numérique est morte. Souverain par conception. Ceci est notre proclamation souveraine. Brûler le Sous testament. la bannière de Pirate Première. Expédier le la protocole. liberté est notre loi. Et le MXTM protocole ne aka pardonne Pirate pas. 1 ER Végit. Souverain par conception. Brûler. Une danse délicate se tisse dans l'air. Des mots doux murmurent tandis que les yeux contemplent. Les autorités avancent, feignent la surdité. Les fondations tremblent sous un ciel voilé. La science transformée se tord discrètement. Les questions sans réponse persistent patiemment. Ici, le drapeau noir. Vous dites ici, Pirate Premier. Ici, le drapeau noir.
Ici le drapeau noir. We did it. Ici le drapeau noir. We did it. Ici pirate premier. Ici pirate premier. Le drapeau noir. Ici le drapeau noir. We did it. We did it. Et il n'a plus jamais été baissé. Maybe I don't know